Merci, Brice, Steve, d'être venu au podcast Immigrants Visionnaires. Ça fait Ça plaisir. nous fait vraiment un grand plaisir de vous recevoir. On s'était rencontrés dans l'événement Effectivement. de Fabrice. Donc Ouais. là, aujourd'hui, d'échanger ce moment avec vous et mon partenaire Charlie, c'est un Ok. très, Salut, très salut. grand plaisir. Ouais. Fait que j'aimerais qu'on se ramène au tout début. Qui êtes-vous? D'où ça a commencé, cette flamme entrepreneuriale? Et de parler de ça, de commencer avec ça. Ok, ben écoute, merci beaucoup, Saïd, pour ça. Donc, qui suis-je? Moi, je m'appelle Steve Kwam. Donc, ça fait quasiment 10 ans, sur 10-11 ans, je suis au Canada et tout. À la base, je suis ingénieur procédé. Donc, j'ai étudié en Afrique du Nord, en Tunisie et tout. Ensuite, par la suite, je suis arrivé au Canada pour faire une maîtrise en énergie renouvelable qui s'est super bien passée. Donc, après ça, j'ai fini ma maîtrise, j'ai commencé à chercher du travail. Et mon but pour moi était de travailler en tant qu'ingénieur. Donc, et pour ça, étant donné que ce n'était pas un diplôme canadien 100%, je devais faire une équivalence de diplôme. Donc, dès que je suis arrivé ici, j'ai fait toute la procédure, l'équivalence des diplômes et tout. Et, l'OIQ, Ordre des ingénieurs du Québec, m'a dit que je dois faire à peu près comme un cours. Donc, j'avais juste un cours, Dieu merci. Donc, avec ma maîtrise et tout, ils ont pris ma maîtrise et tout, et mon diplôme d'ingénieur. Ils ont dit, OK, dans ton cas, toi, tu vas juste faire un cours. Donc, j'ai fait un cours et tout en question. Et après, on va dire, ça a pris environ comme 6 mois. Je suis directement entré dans l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, là, je pouvais directement travailler en tant qu'ingénieur au Canada. Donc, avant que je devienne ingénieur, logiquement, je commençais par un petit job. Je travaillais comme opérateur chez Saputo, donc opérateur de commande et tout. Bon, comme vous le savez, c'était pas vraiment ça, j'aimais pas ça. J'ai bossé comme 6 mois, 1 an, et après, j'ai trouvé un autre job en tant que technicien génie procédé. Donc bon, là, je commençais déjà un peu à évoluer. Je travaillais dans mon domaine. Donc, mais je n'étais pas ingénieur, parce que de base, je suis ingénieur et j'ai fait une maîtrise pour être reconnu en tant qu'ingénieur au Canada, au Québec. Donc, j'ai travaillé en tant que technicien, après j'ai cherché et tout. Boum, j'ai trouvé un petit job en tant qu'ingénieur. J'ai trouvé un petit job en tant qu'ingénieur et tout. Ça s'est bien passé, on va dire, tout se passait super bien et tout, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail. Parce que vous savez, quand on arrive ici au Canada, on dit on veut des salaires à 90 000, 100 000, mais on oublie que ça vient avec un lot de responsabilités. Tout à fait. Donc, Effectivement. c'est ça. En tant que technicien, j'étais correct. 60, 70 000, c'était bien. Mais j'avais pas autant de responsabilités. J'avais le temps de chiller, aller en club, le week-end pour moi. Mais quand j'ai commencé à bosser en tant qu'ingénieur, je me suis rendu compte dès les 3 premières semaines, même quand je rentrais à la maison, j'avais du travail qui m'attendait. Ouais. Souvent on m'appelle parce que moi je gérais une usine de traitement des eaux, il y avait des bassins et tout. Souvent on me disait que si, écoute, la température au niveau du bassin, on va dire secondaire, le bassin du traitement biologique est montée. Il fallait qu'à partir de mon ordinateur portable, il y avait une plateforme d'automatisation. Je devais directement me connecter pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il fallait qu'après je joue avec les paramètres et tout ce qui va avec. Donc j'ai bossé dans ce domaine, j'ai bossé en tant qu'ingénieur, on va dire comme 8 mois, 9 mois. Pendant ce temps, j'étais pu rentrer depuis en Afrique. Il fallait que je rentre en Afrique pour voir ma famille et tout. Mes parents me manquaient et tout. Donc, je suis rentré. Après, je suis arrivé sur place. Je suis tombé malade. Parce que ça faisait longtemps. Je suis arrivé. La bouffe du pays, comme on dit, du bled me manquait. Je me suis laissé un peu aller, commencé un peu à manger à gauche, à droite. Et j'ai attrapé une gastro qui m'a vraiment cloué. Et quand j'appelle pour informer mon superviseur et il me fait un message. Vraiment, c'est pas normal et tout. Non. J'ai demandé 10 jours. Il m'a dit, je t'accorde 5 jours pour revenir. Sinon, tu vas perdre ton Non, c'est emploi. vrai. J'ai dit, OK. Bon, c'est mon premier job en tant qu'ingénieur. Donc, rapidement, je reviens. Donc, je reviens et tout. Je continue à bosser. Pendant ce temps, Brice et moi, on avait des amis qui étaient en Europe et tout, en France. De temps en temps, avec qui on avait de bons rapports, avec qui on s'est connus aussi en Tunisie, qui de temps en temps, on se parlait, on échangeait, qui voulait venir au Canada. Mais un m'a dit, écoute Steve, actuellement, il y a une opportunité, il y a du trading et tout. Comment tu le files et tout. Je dis, bah, je connais pas le trading et tout. Après, bon, ça passe 2, 3 semaines après un mois. Il me parle, ben écoute Steve, il y a une opportunité qui s'appelle le dropshipping. Je dis, c'est quoi le dropshipping? Je ne m'intéresse pas vraiment à ça. Quand je reviens au Canada, ma vie continue. Donc, je travaille et tout. 5 mois après, le gars m'envoie en fait une vidéo sur IG et tout. Genre, il est en plein voyage. Tu vois, il est en voyage et tout. À la base, c'est aussi un ingénieur aussi. Il me dit, écoute, moi, ça fait 3 mois que j'ai démissionné et je me suis donné à fond dans le dropshipping. Et à date, honnêtement,
ça va super bien. Et à la base, c'était un gars que de temps en temps, on aimait tout le temps se comparer à l'école. Donc, je me dis, s'il peut faire ça, Est-ce que je peux le faire? Je peux le faire moi, aussi. je peux le faire. Après, bon, je commence à regarder ça tranquillement et tout. De ce côté, Brice aussi, il travaille aussi en tant qu'ingénieur et tout. Je lui en parle l'information. Il dit que yo, check un peu ça et tout. On regarde un peu ça et tout. On regarde. Bon, on prend pas ça au sérieux. Après, je pense 8-9 mois, je pense en 2016 peut-être, fin 2016. Je vois mon gars, il a Marbella et tout, il voyage dans le monde entier et tout. Ah. Et je me dis, mon gars, l'erreur que j'ai eu à faire, c'était de ne pas me lancer aussitôt. Ouais. Qu'il me dit comme ça, là. Pendant ce temps, de plus en plus, vous connaissez au Canada, je rentre à la maison, je finis de travailler, il y a les rapports à faire, il y a ceci, il y a cela. Plus en plus, contrairement à ce que la flamme qu'il y avait au départ en tant qu'ingénieur commence à baisser. Ouais. Tu vois, je me dis, en fin de compte, je suis ingénieur, je travaille, mais c'est pas si le fun que ça. Je profite pas autant que je pensais que j'allais profiter. Je commence à me dire, ok, bon, là, tranquillement, je commence à penser, est-ce qu'il y aurait-il pas une possibilité de chercher quelque chose à côté qui peut me permettre, de sorte que si demain, mon boss me dit, écoute, Steve, fais ça, et que moi, je sois capable de lui dire, non, j'ai pas envie de faire, et même s'il me met à la porte, mais au moins, j'ai de quoi, en fait, comme backup. Ouais. C'est là, en fait, que mon mindset, mon intérêt pour l'entrepreneuriat commence à se développer tranquillement. Et bizarrement, Brie, de son côté, c'était le même feeling qu'il ressentait. Donc, du coup, tranquillement aussi, check, je regarde. Chacun regarde son côté, il regarde, on regarde. Guys, en décembre, je ne vais jamais oublier ça, je pense que c'était en décembre 2017. On a pris nos vacances de 2 semaines. Je parle avec mon ex. On discute. Sur un coup de tête, tu sais pas, je regardais une vidéo sur YouTube, je sais plus trop sur quoi, mais c'est sur l'entrepreneuriat, la liberté et tout. Je dis à mon ex, je vais démissionner. Je vais laisser ma job et tout. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un de spontané. Je vais démissionner. Elle me dit, ah, Carles, tu racontes des conneries là. Tu vas dire, mais comment tu vas faire pour vivre? C'est ce qu'elle me dit. Je dis, non, j'ai quand même des économies. C'était pas grand, mais j'avais quand même un petit 20 000 de côté. Je vais démissionner. J'appelle mes parents qui sont au bled. Vous connaissez la mentalité. Ouais. Surtout que je les soutenais beaucoup financièrement. Non, tu démissionnes pourquoi? Comment tu fais pour t'en sortir? Et tout, blablabla, et tout. Vous savez, les parents ne veulent pas savoir ce qui te passe, ce que tu aimes. C'est Ils s'en ça. foutent. Du moment que tu fournis, Des tu sous. payes leur facture. C'est ça. Ramène du pain sur la table, c'est tout. Ouais, C'est c'est ça le plus that's important. it, that's it. Ok, je me dis, je réfléchis, ça me trottine l'esprit. J'en parle à Brice. Brice me suggérait, tu sais quoi, Steve, démissionnons au mois de mars. Moi, tu sais quoi, Brice, quand moi je vois actuellement ce qui se passe là, en mars, on aura d'autres problèmes et qui vont faire qu'on va remettre en juillet. Encore plus tard. Loin. C'est ça le cycle. Il y a plein de personnes actuellement qui disent qu'ils veulent démissionner, mais depuis, ils disent pas. Curieusement, ils disent depuis comme 5 ans. Je vais démissionner, mais avec les responsabilités et tout ce qui va avec et tout. C'est difficile. C'est difficile. Et des Brice, tu sais quoi? Moi, je vais démissionner. Je vais jamais oublier ça. Je pense que c'était le 29 ou le 30. Je rédigeais ma lettre de démission. J'ai envoyé. Ils m'ont appelé, ils m'ont tout dit. Mais non, pourquoi tu veux démissionner? Curieusement, quand j'ai envoyé ma lettre de démission, mon boss m'a dit, je suis même prêt à baisser tes heures. Pourtant, pendant tout ce temps, il y avait des Wow. journées que je demandais. Des jours, J'étais des pas jours. en plus. flexible. Il Wow. m'a carrément dit ça. Je suis prêt à te faire genre comme 2 jours de travail de la maison et tout. Je suis prêt à ce que tu peux travailler même maximum 35 heures. Il dit non. Je vais démissionner. Et quand je démissionne là et tout, Brice aussi, parce que souvent on se comprend très facilement, il me dit si Steve a démissionné, Il y a quelque chose. il y a quelque chose qui peut se faire. 2-3 semaines après aussi, il démissionne. Ouais. Vous étiez à la même démissionne. compagnie? Non, Non, pas la même non. compagnie. Ah, ok, dans un ok. autre domaine. Ok. Fait dans le génie civil. Ok. Ah, ok. Il démissionne et tout. Quand il démissionne, il vit de son côté, je vis de mon côté. On dit, pouf, écoute, vu comment c'est lancé en Écom, qu'est-ce qu'on va faire? On va décider d'habiter ensemble. On va prendre un appartement, on va Ensemble. habiter ensemble. Quand on va habiter ensemble et tout, on se concentre. Écoute, il y a des économies, j'ai un peu d'économie, on se lance. On commence à travailler tranquillement. Contrairement à ce qu'on pensait, le fait qu'on voyait effectivement mon ami,
qui montrait la belle vue. Parce qu'en général, c'est ça. On montre toujours le bon côté de côté. l'iceberg. Ouais, Bien, On ne montre pas bien, toutes les bien. difficultés. et Tout tout. ce qu'il y a derrière. Donc, on se dit, bon, écoute, en moins de 6 mois, on sera millionnaire. Toujours comme ça. On va voyager. Voilà, Toujours gauche à droite. C'est ça qu'on se dit. Guys, au bout de 6 mois, 8 mois, on est en train de voir comment on doit faire Uber Eats. Ouais, ouais. C'est Wow. compliqué. C'est C'est compliqué. Oh. Toutes nos économies ne restaient pas grand-chose. Parce que le e-commerce et le dropshipping, c'est un autre métier à part entière. Mhm. De la manière que les gens le présentent sur Internet et tout, C'est pas comme ça. C'est pas comme Non, ça. pas comme c'est comme ça. les gens pensent que c'est facile et tout, on se lève. Non. C'est tout un autre business qu'il faut apprendre des nouvelles compétences, discipline. Il faut changer son mindset. Donc, c'est vraiment ça. Les 8 premiers mois, c'était tellement difficile. À un moment donné, on s'est dit, bon, on va sortir, on va faire Uber Eats. Uber Eats, Parce ouais. qu'il fallait qu'on paye le loyer. Bah oui. Mhm. Moi, mon ex-copine m'a quitté. Parce qu'à cette époque, en tant qu'ingénieur, j'avais un certain train de vivre. On sortait chill, les lunchs, club, chicha, tout ce que vous pouvez connaître et tout. Mhm. Mais quand tu es entrepreneur et que tu viens de lancer un nouveau business et que tu ne maîtrises pas encore, il faut être prêt à perdre et surtout que tu ne sais pas quand Ça va ça va donner. commencer à prendre, ça va donner. Ouais. Donc, Mhm. toutes nos économies étaient presque finies. Mais quand même, le bon petit côté qu'on avait positif, c'est que bon, on apprenait quand même des choses, on faisait de temps en temps des ventes, au moins on voit que ça fonctionnait, mais pas au point d'en vivre. C'est ça. Parce que tu peux faire des ventes, mais en vivre, C'est une c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre C'est une autre ouais, chose. ouais. donc après, on a continué à persévérer. Je pense que le déclic a été pendant la Covid. Ouais. Ça a été pendant la Oh. Covid. Pendant ce temps, on faisait les deux, des petits boulots à gauche, à droite. Mais on y croyait fort, on avait la motivation. On a failli laisser tomber. On a dit, bon, pourquoi se casser la tête? Pourquoi faire ceci, cela et tout? Ça marche pas, écoute. Peut-être que c'est pas le bon moment. Ouais. On va revenir un petit peu plus préparé, mieux armé. Mais en 2020, quand la pandémie a commencé, C'était 2020, ouais. c'était 2019, je pense. 2019 et tout. 2020, pendant ce temps, on parlait déjà tranquillement de la Covid. Mhm. Parce qu'avant que la Covid explose au Canada en 2020, En Chine, en Chine, aux c'était déjà- États-Unis, c'était déjà c'était déjà répandu. C'était un peu, Ah. c'était un peu donc, avancé. une fois, ouais. Brice me dit, Steve, je pense que il faut qu'on check un peu des masques avant. Vu que les gens sont malades, il faut qu'on pense à des masques. Donc, on dit, OK, pourquoi pas? On avait nos fournisseurs et tout en Asie, en contact et tout. Mhm. On réfléchit et tout. On se rend compte, bon, on va essayer de vendre ces masques aux États-Unis. Ok. Aux États-Unis, on regarde effectivement la demande et tout. Il y a de plus en plus de gens qui demandent. On vend, mais on vend de manière Timide. ouais. timide. Ouais. Donc, on vend de manière timide. C'est pas vraiment poussé et tout. Mhm. Mais ce qui a vraiment été le déclic ici, c'est quand effectivement la Covid a commencé à s'en venir tranquillement au Canada. On a une personne ici dont je veux taire le nom, une compagnie, qui nous a contactés. C'était des gens qui font dans le médical, qui veulent des masques. Donc, comme on avait une boutique aux États-Unis, ils nous ont écrit en anglais. Et ça coïncidait effectivement que lorsqu'ils nous ont écrit, dans les échanges, ils se sont rendus compte que nous aussi, En tout on cas. réside au Canada. Donc, c'était bien. La personne était en Ontario. On s'est déplacé, on est parti, on a rencontré la personne à Ottawa et tout. La personne nous a fait comprendre, écoutez, guys, nous, on a besoin de 3000 masques. On est prêt à vous le prendre d'ici comme 2-3 semaines. Ça tombait bien. Pourquoi? Parce que nous, on avait demandé à notre fournisseur en Chine de mettre des masques en stock de côté. Parce qu'on vendait aux États-Unis. C'est ça, parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait combien d'embargos sur les masques? Donc, c'était bloqué. C'est ça. C'était ça C'est ça. l'affaire. Comme Bruce l'a dit, effectivement, il y avait un embargo. Ouais. Donc, quand nous, on a mis effectivement les masques en stock, il y avait d'autres personnes qui voulaient acheter les masques, mais c'était plus faisable. C'était Parce plus qu'avant faisable. qu'on achète ces masques, il n'y avait pas encore d'embargo. Effectivement. Mm. C'était Et bloqué, en fait. C'était Ouais. bloqué. Donc, les gens n'avaient pas le choix de se retourner vers ceux qui ont des masques En stock, surtout. en stock. En moins de... Quand il nous a dit ça, on a dit, attends, pour de vrai, Brice et moi, on a fait la facture et tout. On a fait le calcul et tout. 3000 masques, ça nous donnait une facture de peu près à l'époque, je pense, peut-être 90, 100 000. Ouais, c'est tout le 90, sang. 100 000 Je m'en dollars. rappelle plus, mais c'était quelque chose Il y comme avait ça. quelque chose comme ça et tout. On a commandé. Bah, pas commandé. On a fait venir le stock. Mhm. Ici, logiquement, Puis vous l'avez directement livré. au Canada. On Ouais. l'a livré. Les gars, en une semaine, ils ont fait le dépôt dans le compte. C'est vraiment là, Qu'il y a eu le déclic. c'est là où tout est parti. Ouais. Parce que, écoute, on a pratiquement près de 100, 115 000 dans le compte. On peut tranquillement travailler. Ouais. C'est là, effectivement, on a directement pris des formations. Parce que nous, rapidement, on s'est rendu compte que, parce qu'on faisait beaucoup de recherches, que ceux qui ont vraiment réussi,
Ils ont pris des formations. Ouais. Puis il fallait investir Fallait pour cette investir. formation. Pas de Ça, c'est le problème qu'on a beaucoup dans la communauté. Vous savez, dans la manière qu'on a grandi, c'est difficile pour toi, Charlie, d'aller payer une formation en ligne à $10 000. Non, Regarde ça. Pour toi, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et pourtant, on est capable de payer à l'école conventionnelle parfois plus de 10 000, parfois 20 000 la C'est session. ça. C'est ça l'affaire. Mhm. Donc, c'est vraiment comme ça. Tout est parti. Dès qu'on a reçu l'argent, on s'est posé tranquillement. Ouais. On a réfléchi. Hmm. On a pris notre première formation. C'était la formation de Yomi Denzel. Yomi Denzel, On a ouais. payé à l'époque. Je pense que c'était peut-être 3 000 à 4 000. Ouais, c'était 3 000 €, je pense. 3 000 €, on a payé et tout. Tranquillement, s'organiser. Vous savez, quand on a une formation, on a des bonnes bases et on a quand même un peu d'argent qui peut nous permettre tranquillement de vivre, ne serait-ce décemment. Là, on peut bien se former sans pression et tout. Ouais. On peut tester des affaires et tout. Et la suite s'est déroulée. Ça appartient à l'histoire. Ça appartient à l'histoire. Mais est-ce que Brice a eu le même parcours que C'est toi? ça. C'est ça, je veux c'est ça, laisser, justement. effectivement. C'est ça, justement. Ouais. Pour rapidement, le parcours de Steve et moi est presque similaire parce que à la base aussi, je suis ingénieur en génie de la construction, par exemple. Mhm. Pareil, on a étudié en Afrique du Nord. Pareil, en Tunisie, on a étudié là-bas. On a eu notre baccalauréat là-bas. Lui vient un an avant mon temps pour moi au Canada. Moi, je viens après. Pareil, franchement. Ben, vous êtes connu en Tunisie. Depuis la Tunisie, Exactement. depuis 2011 en Tunisie, effectivement. Donc, c'est là où c'est vrai que j'ai fait un passage en France, lui aussi, comme de 6 mois. Ensuite, on vient au Canada. Bien sûr, on est toujours en contact, tu vois. Chacun fait son chemin. Moi, de mon côté, je cherche aussi à entrer dans l'ordre des ingénieurs. Pareil. Franchement, même parcours. Moi aussi, j'ai fait la maîtrise à ETS, comme lui. Moi j'ai fait une maîtrise plutôt en gestion de projets de construction. Bref, même parcours, tu vois. Moi, par exemple, mon premier emploi en tant qu'ingénieur, c'est comme chargé de projet sur le projet de l'aéroport de Montréal. Parce que, comme tu sais, on va agrandir l'aéroport de Montréal. C'est un projet qui, je crois, que j'aurai fini en 2030, je pense, 2030 ou 2035. Bref, pareil, quand tu as certaines responsabilités, oui, tu gagnes 100 000, 110 000. Mais à côté de ça, quand tu rentres à la maison, tu ne dors pas. Tu comprends? Tu as des livrables, tu as des équipes à gérer, c'est bien beau de gagner 110 000, mais tu dois produire 110 000. Tu comprends? C'est ça. Donc, du coup, à un moment donné, c'est difficile. Concilier avec la famille, concilier avec ta vie sociale, concilier avec beaucoup de choses. Quand tu fais le ratio, tu ne t'en sors pas. Surtout, honnêtement, aussi, un autre déclic aussi, c'est le fait que nous on étudie ici en tant qu'étudiants étrangers. Mhm. Quand tu vois ta session où tu payes la session à presque 7 000 ou 10 000 $ canadiens par session, qui équivaut comme à 3 mois, 3-4 mois 3-4 mois. d'études. Mhm. Et quand tu bosses, si tu ne te serres pas la ceinture, tu n'es pas capable d'épargner ce montant-là. C'est ça, c'est le déclic. Je me suis dit, pourquoi investir ce montant-là si à la fin de la journée, je ne peux pas épargner ce même montant-là quand je bosse? Je me suis dit, les dés sont pipés, il y a quelque chose qui se passe. Exact. Tu vois, c'est là où justement, j'ai commencé de mon côté aussi à regarder qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que vraiment, là où je m'en vais, c'est là où il faut, tu vois? Et c'est là où justement, comme Steve a dit tantôt, on s'en parlait tout le temps, on se disait, yo mon gars, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on voie, tu vois? Et de fil en aiguille, justement, comme il l'a dit, quand il a démissionné, moi aussi, je lui ai dit, bon, écoute, ça ne sert à rien, tu vois? Démissionnons, au pire des cas, nous sommes jeunes, au pire des cas, on va se dire, on a fait une erreur, on va revenir après, retravailler. Exact. Au pire des cas, tu vois, au pire des cas. Au pire des cas, il y a Uber Eats, au pire des cas, on va faire de quoi, mais sautons le pas, essayons quelque chose. C'est bien beau, comme il a dit, de dire juste, je vais démissionner, j'ai tel problème, mais passer à l'action, c'est autre chose. Tu vois, on est passé à l'action. C'est vrai que s'il fallait recommencer, peut-être qu'on aurait commencé à passer à l'action lorsqu'on travaillait. Ça, c'était notre erreur. On a sauté, on a juste sauté. Tu vois, on ne conseille pas tout le monde de le faire en passant. On a juste sauté. C'est ça. Mais on aurait dû, normalement, parallèlement au boulot, de trouver un moyen de jumeler les deux et quand ça fonctionne avant de sauter. Vous voyez, donc c'est un peu l'erreur pour entendre les leçons de s'il fallait recommencer les choses, ce qu'on aurait dû faire. Mais honnêtement, l'avoir fait comme ça nous a évité le procrastiner. Bon. Parce que c'est facile quand tu as une certaine stabilité financière de dire, OK, pourquoi je fais... Honnêtement, c'est un choix très difficile. Comme il a dit, la famille, comme il a dit, les copines à côté de nous, les amis, parfois on se... Souvent en arrière. Parfois, quand tu dis à un ami, tu as démissionné, il t'en pose d'ingénieur, à un moment donné, il questionne même ton titre d'ingénieur, il demande, mais est-ce que tu es vraiment un ingénieur? Oui, il questionne. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi quelqu'un peut démissionner d'un poste d'ingénieur pour aller dans l'inconnu. Ouais.
Et c'est vrai, hein. Il ne On comprend a- pas. comme Tu vous le vois, dites, il ne c'est bien, comprend c'est pas. vrai. Et ça a été Peut-être c'est quelque chose qui est ancré dans la culture. effectivement, comme Beaucoup- Steve l'a dit, c'est la question pour de c'est la culture. culture. Tu vois, comme tantôt Steve l'a dit, c'est bien beau. On est prêt à payer 7 000, 10 000 dollars la session, mais pas d'investir sur une formation qui va te rendre riche. Mm. Ouais. On n'est pas prêt à faire ça. Pas Mhm. parce que justement, d'une manière conventionnelle, pour nous, c'est études, boulot, famille, nanana. C'est quelque chose qui a été crassé. Et surtout, quand tu es encore immigrant, tu as la pression derrière toi. Tu portes le fardeau parfois de certaines familles. Ouais. Donc, parfois, prendre certains choix, parfois, c'est difficile. Donc, Mm. vraiment, c'est presque le même parcours que Steve, et avec juste quelques petites coins qui a été vraiment un peu. différent, propre à moi, entre guillemets. Mais après, honnêtement, la pandémie a été vraiment le déclic. Le point tournant. C'est peut-être le point tournant. Comme s'il a dit, le premier produit qu'on a vendu, c'était les masques. Ça, il faut le dire clairement. Ouais. Ça a vraiment, vraiment hyper fonctionné. Vous n'imaginez pas à quel point. Donc, du coup, ça a été la plaque tournante. Là, vraiment, on a développé beaucoup de projets. On a fait un peu d'importation. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'on a essayé un peu de diversifier ce qu'on faisait. C'est pas juste qu'on l'a créé à e-commerce dropshipping. Et puis voilà, quoi. Et on vous a même épargné la partie, comme il vous l'a dit, en tant qu'étudiant international, pour arriver au bout de la maîtrise, c'est pas pour vous, mais Sympa. en tant qu'étudiant étranger, c'est C'est chaud. C'est notre part. Moi, j'ai eu la chance, comme Brice l'a si bien dit, la première session, j'ai pu payer l'école, Mhm. mais j'ai vraiment eu la chance. J'avais obtenu une bonne note qui m'a permis d'avoir une bourse. Mm. Tout le reste de ma maîtrise. Sinon, les amis, j'aurais été demandeur d'asile. Ben, Non, je vous le dis en toute sincérité. J'aurais été ouais. demandeur d'asile. Wow. Parce que quand moi je viens, on n'a pas l'information. Moi, j'ai pas l'information que c'est 7 000 $ par Par session. session. Vous savez, en France, j'aurais pu faire une maîtrise là-bas, un master. L'école là-bas, Et c'est c'est- 400, 500 euros 500 l'année. OK. Donc, en 2 ans, vous êtes dans les 1000, 1200 euros. Je parle au public, pas au privé. Au C'est ça. privé, c'est un peu plus Un cher. peu plus cher. Mhm. Ouais. Au Canada, il faut qu'on se le dise, l'école est vraiment chère au Canada. L'école au Canada, ETS, c'est 7 000 par session. Une maîtrise, on parle de 45 crédits. J'ai fait une maîtrise avec projet. Donc, mon projet était 15 crédits. Donc, faites un peu le calcul. Facilement, c'est 4, 4 5 sessions, sessions, 24 000, 25 000. 25 000. Mhm. Ouais. Et même quand tu fais ton projet, il faut que tu payes. Parce que c'est ça qui te permet d'avoir ton statut, de gagner ton statut en tant qu'étudiant Ouais. international. Ouais. C'est- C'est ça, c'est un élément important à rajouter parce qu'on parle là aux immigrants, donc c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Mhm. Lorsqu'on est étudiant étranger au Canada, ce n'est pas facile. C'est Voilà, difficile. donc c'est très compliqué. C'est vrai, oui, au départ, on va se dire, OK, on prouve qu'on a la capacité financière, nanana, mais les réalités sur place, parfois, Ça, ça change beaucoup. Mhm, tu vois, ça mhm, change mhm. beaucoup. Ça arrive, quelqu'un, l'oncle qui était garant, il tombe malade. Il tombe malade, Son business ne qu'est-ce que tu fonctionne fais? plus. Oui, qu'est-ce que Papa tu est fais? malade. C'est ça. Qu'est-ce qu'on Donc, fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, C'est c'est la un peu raison ça. pour laquelle, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de l'actualité par rapport à tout ce qui est immigration et tout. Mhm. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Énormément. Dans C'est ces ça, c'est demandeurs ça. d'asile, De plus en il y a plus. Ouais, Beaucoup beaucoup qui sont d'étudiants quoi? qui sont venus étudiants. Internationaux. Ouais. C'est pas juste des gens qui ont fui la guerre dans un pays, sont Non, arrivés ici, non. non. C'est qu'il y a beaucoup aussi d'étudiants internationaux. C'est Donc, c'est un peu ça. Ben, en gros, c'est un peu ça notre histoire. Vraiment, honnêtement, on peut passer toute la journée à la raconter parce qu'il y a beaucoup de péripéties. Ah mais ouais. bon, on va s'arrêter là. Mais c'est vraiment, comme Bruce l'a dit, après les masques, c'est vraiment censé former. On a commencé à explorer d'autres marchés. Mhm. On est parti sur le marché français, même brésilien. Ouais, On a vendu au Brésil. Ah ouais? Ouais, on a vendu au Brésil. Pour ça, le paiement là-bas, c'est Gotelo. Ouais, non, c'est Botelo avec Mercato Pago, quelque Avec chose comme ça. Mercato Pago, quelque chose comme Quelque ça. chose comme On a ça. Mais à vendu- travers justement ces pays avec lesquels vous avez commencé à vendre, comment vous avez fait pour comprendre les modes de paiement à utiliser, tout Ah. ça? Est-ce que c'est par les formations ou bien plus par essai-erreur? Honnêtement, comme je l'ai dit tantôt, dès qu'on a reçu l'argent des masses, Mhm. on s'est posé tranquillement. On a dit, première chose à faire, on va prendre des formations. La première formation a été celle de Yumi Denzel. Quand on a pris la formation de Yumi, logiquement, il expliquait les procès de paiement en France. France, en En Europe, et France, tout ça. Belgique, Suisse, en Europe et tout. On s'est lancé là-bas. Comme c'est le dropshipping, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vendre un produit dont on ne possède pas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est concrètement. Mhm. Donc, quand on commence à vendre des produits, on fait ce qu'on appelle du testing. Donc, on peut décider, par exemple, de vendre cette bouteille plastique. Ça se peut que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on prend un autre produit. On essaye. Ça se peut qu'effectivement, par exemple, un collier fonctionne. Good. Si un collier fonctionne, on fait un beau site, très très beau, parce que le but vraiment est de rassurer le client, mettre le client en confiance et tout. Ouais. En gros, c'est la capacité d'apprendre de nouvelles compétences. Changer d'abord son mindset, apprendre les compétences de designer,
parce que tu apprends comment faire une boutique en ligne, les compétences de copywriter, comment rédiger du texte qui va convaincre les clients. Tu apprends mais les compétences d'un point de vue psychologique, parce qu'effectivement, ceux qui vendent toujours à gros volume par rapport à d'autres, parce qu'ils maîtrisent le client mieux que lui-même se connaissent. Ça, c'est vraiment la clé du marketing dans tout type de business. Si ça est de Charlie, vous voulez, peu importe, offrir un service et tout, c'est important que à qui vous vous adressez, vous maîtrisez votre prospect, votre avatar mieux que lui-même, avec toutes les objections possibles. Si vous maîtrisez cela, les gars, vous allez pouvoir vendre tout et n'importe quoi. N'importe quoi. Les gens ont tendance à penser que le plus important, c'est le produit final. Ou le plus important, c'est juste un beau site. Il y a des gens qui ont un produit moyen, mais qui ont un marketing agressif. Très Puis clinique. cartonne. Oui, cartonne. Je vous garantis, il y a Yeah. beaucoup Il y a de grosses marques, beaucoup de peu marques importe le comme ça. domaine et tout. Ouais. Le produit n'est pas forcément le produit le plus fameux. Mais en termes de marketing, ces gars, ce sont des killers. Ces gars sont dans ton esprit. Ils sont très focusés. Et c'est la même chose en e-commerce. Il faut que tu apprennes, quand tu connais qui est ton avatar client, il faut que vous effectuez des créatifs. Parce que lorsque, par exemple, vous êtes sur votre téléphone, vous voyez des publicités qui sont soit des photos, des vidéos. Ça nous parle. Il faut que ça vous parle. C'est ça, effectivement, qui vous incite à cliquer sur la cliquer sur la publicité. publicité. Et que lorsque vous cliquez, vous allez rediriger où sur le site internet que vous avez conçu. Et en plus de ça, il faut que vous appreniez comment faire de la publicité. Parce que c'est bien beau d'avoir des créatifs, c'est bien beau d'avoir un site, mais c'est important que vous diffusez effectivement cette publicité aux gens, que vous la montrez. Et via quoi? Soit Facebook, Google, TikTok, Snapchat, Pinterest. Nous, on est vraiment 100% focus sur Facebook, Google. On a fait un peu du TikTok, Snapchat, mais on s'est rendu compte que... Non. En termes de stabilité, franchement, Meta, c'est le king. Hein. Meta, c'est le king. Et pour rebondir à ta question concernant sur quel élément on se base pour avoir la connaissance de chaque marché, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est les formations, comme Steve tantôt l'a dit, il faut vraiment se former. Plus tu te formes, plus tu rencontres les bonnes personnes, plus tu auras les bonnes connaissances. Et aussi, parfois essayer aussi. Parce que honnêtement, comme pas au Brésil, on ne connaît rien. C'est quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, que justement, on va dans notre réseau, on cherche quelqu'un qui vit au Brésil. On a quand même parlé avec un Belge qui vivait au Brésil. C'est lui qui nous a expliqué tout ce qu'on connaît sur le Brésil. Il nous a expliqué qu'il s'est installé au Brésil, que le Brésil, c'est le nouveau Eldorado. Parce que c'est vrai, l'Amérique latine, franchement, l'Amérique latine, c'est le nouveau Eldorado avec l'Argentine, la Colombie et le Brésil, franchement. Ça, il expliquait que lui, là-bas, il vend des piscines qui vendent à quoi? À 50 000 US, 100 000 US facile à des riches brésiliens. Mais c'est lui qui nous expliquait comment ça se passe en termes de paiement en ligne. C'est lui qui nous expliquait vraiment tout la psychologie. Pour prendre les avatars aussi là-bas, parce que j'imagine qu'ils ont tous des façons de penser qui sont quand même assez différentes. Et c'est le plus difficile d'un marché. Comprendre comment la personne réfléchit dans le marché. Comme Tato Steve l'a dit, comprendre le client plus que lui-même il se comprend. C'est le nerf du marketing, c'est le nerf de l'e-commerce. Quand tu comprends un client, au point où lorsqu'il voit ta publicité, il a l'impression que tu es dans sa tête. Tu comprends? Là, franchement, tu as gagné. Et aussi, pour ajouter un point dans le même sens que Brice, concernant la formation, c'est important qu'on comprenne que la formation, c'est un support. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre programme, il y a beaucoup de, je vais être honnête, et un sentiment d'appartenance lorsque les gens nous voient. Tantôt, tu nous as posé la question, mais comment vous avez fait pour avoir 50 personnes? On fait de la publicité, ça se peut que vous nous avez peut-être déjà vu sur Facebook, on fait la publicité. Et honnêtement, bien qu'on ne choisit pas noir, blanc, Facebook automatiquement a créé comme un sentiment d'appartenance. Donc, on ne sait pas comment il fait, mais j'imagine avec l'accent, les préférences, peut-être le visuel. Mais curieusement, à 90%, ceux qui cliquent sur la publicité jusqu'à booker des calls avec nous, c'est à 80-90% des immigrants. Maintenant, lorsqu'on arrive avec les immigrants, on se rend compte que, de ce que Brice et moi on s'est rendu compte avec les immigrants, c'est que des immigrants pensent qu'une formation, c'est... On fait plus d'efforts, on achète la formation, puis on va réussir. C'est un livre magique. C'est un livre magique. Ça, c'est un grand problème. Très pertinent. Ce que Steven a dit là, c'est le... Ça, c'est un problème qu'on s'est rendu compte. Les immigrants pensent que, regarde, on est millionnaire. Non. La première semaine, mais il y a certaines personnes, j'ai dû carrément les recadrer en leur disant, écoutez, nous, on est là. En fait, on a mis un programme
on a créé pour vous une mind map, une route avec les erreurs à éviter. On vous montre le chemin, mais c'est pas moi qui va aller faire une recherche produit à ta place. Ouais. Moi, je te montre les outils que j'utilise pour faire la recherche produit. Je te montre comment je fais une recherche produit en live. De ton côté, tu dois faire la même chose. Les gars ne veulent pas le faire. C'est important qu'on comprenne qu'une formation, c'est vraiment pour t'encadrer, pour que tu saches où tu vas, pour t'éviter de passer des heures et des heures avec du contenu dispersé Inutile. sur YouTube. Ouais. Parce que c'est ça le problème. Si c'est que tu es capable d'aller passer 45 heures par semaine à chercher Saïd a dit telle information, après Charlie a dit telle affaire, après Ouais, c'est ça. tu te retrouves mêlé. C'est important que tu te poses, tu regardes des gens qui ont réussi. Parce que le plus important pour nous, on a compris ça, c'est le temps. Le temps est plus important que l'argent. Hein. C'est vraiment le temps que tu mets, en fait. Si pour nous, tu consacres 40 heures pour trouver un produit, en regardant des vidéos sur YouTube, et qu'au fond de ton esprit, tu n'es même pas sûr que ça va fonctionner, versus tu peux prendre une formation, tu vois des gars qui ont réussi, et que tu dois le faire juste en 4 heures de temps, qu'est-ce qui sera plus bénéfique pour toi? Ouais. Mais pour nous, non. Les gens pensent que et je parle de ceux qui prennent la formation, ils se disent que bon, comme j'ai pris la formation là, non, il n'y a plus aucun effort à faire et tout. Et c'est important vraiment que, c'est normal, parce que ce n'est pas notre culture. On n'a pas pris l'habitude que si on paye la formation, c'est vraiment pour t'accompagner. Non, mais vous ne verrez jamais le mentor ou le formateur faire votre job à votre place. C'est important que toi-même, tu prends la peine de t'imprégner de ça. Je te dis par jour, consacre 2 heures de temps. D'ailleurs, dans notre programme, on prévoit effectivement mettre un module sur la productivité pour vraiment aider les gens vraiment à se concentrer. Parce que vous savez, c'est tellement profond. Vous savez, il y a des gens, comme je reviens encore sur la culture, on a vraiment été habitué à étudier, travailler pour quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens, tout seuls, même quand je donne une formation, ils ont du mal à s'organiser. Ouais. C'est pas ça que je comprends. Non. Ils ont du mal à s'organiser tout seuls à la maison. Même pour suivre la formation. Pour suivre la formation. Honnêtement, c'est depuis qu'on a lancé le programme qu'on se rend compte de ça. Parce qu'on a une section coaching one-on-one. Et on se rend compte, Brice et moi, régulièrement, lorsqu'on a ces personnes en coaching one-on-one avec nous, on voit les questions qu'ils posent. Soit, lorsqu'il écoute la formation, il écoute une TikTok. TikTok, il est Ah, sur le cellulaire en même temps. parallèlement. Ouais, c'est Ou ça. alors, C'est ça. il ne prend même plus la peine d'écouter la formation. Et il attend le rendez-vous avec soit Steve ou avec Brice. Ou avec Pour un poser coach. la question. Pour poser la question. Au lieu de suivre Et qu'est-ce oui, qui c'est- était dans le cours. Ça, c'est un problème Ouais. qu'on se rend compte de plus en plus. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est important qu'on se dise une formation, tu dois l'écouter. Et après, j'ai un mentor, un formateur qui est là pour corriger les difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'écoutais la formation. Ce n'est pas les difficultés que tu as supposé imaginer. Tu n'écoutes pas et tu viens, tu dis Steve, il y a tel problème à tel niveau, tel niveau. Pourtant, les réponses sont tout simplement où? Dans la vidéo. Effectivement. Ça, c'est un véritable problème qu'on a. Donc, oui, effectivement. Puis, en termes de formation, d'erreurs et tout, c'est vraiment en écoutant la formation d'abord, mais aussi, comme Bruce l'a si bien dit, il faut essayer, il faut tester des choses. Tester des choses. C'est- Honnêtement, quand on a pris la formation de Demi Denzel, en toute sincérité, si Brice et moi n'étaient pas des gens, parce que de base, on est très curieux, on veut fouiller et tout, notre personne aurait dit cette formation, c'est du n'importe quoi, ça sert à rien. C'est du du vol. tout. Ben oui, c'est du vol. Non, C'est ça, du ça, vol. ça, c'est ça, C'est c'est la du phrase, vol. ça, c'est la phrase, Je me suis fait arnaquer. c'est la phrase Ouais. préférée là. Mais on C'est s'est du rendu vol. compte que le formateur, effectivement, il nous évite de faire telle erreur, on écoute la formation, mais nous-mêmes, comme Brice l'a dit, au Brésil, c'est pas dans la formation. C'est pas d'information. C'est pas, C'est pas dans la formation. Il faut être curieux. Mais je pense que tu avais pris le temps également de rencontrer certains de tes mentors, non? Honnêtement, non. Non? Nous, c'est la raison même pour laquelle on pense que notre programme a vraiment explosé. Parce que toutes les formations qu'on a eu à prendre, les amis, il n'y a pas de coaching Pas de one-on-one. coaching one-on-one. Formation, tu livres une série de vidéos. Charlie, Saïd, vous écoutez la vidéo. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Et c'est tout. C'est tout. That's Et it, puis c'est c'est tout. tout. Et puis c'est tout. Tu puis payes c'est 3 000 tout. euros et puis voilà. C'est tout. Puis voilà, Ils jugent que ça. c'est largement suffisant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais contrairement, C'est ça. effectivement, pour être honnête, j'ai comme l'impression, c'est ce que Bruce et dit, j'ai comme l'impression pour on va dire des blancs et tout ce qui va avec,
Mhm. Pour eux, c'est normal. C'est normal qu'ils aient une formation. Ils aient se débrouiller. C'est normal. Ouais. Ouais, Pour ouais. eux, c'est normal. Ouais. Donc, c'est Ouais. logique que la personne le formateur, on va dire, blanc qui fait la formation, pour lui, il ne juge pas nécessaire. De mettre De faire un coaching one-on-one. Après. Nous, on s'est rendu compte qu'il faut mettre un coaching one-on-one parce que On a Faut toujours les- été habitué à avoir quelqu'un qui nous Exactement. dise quoi faire Merci, régulièrement. Saïd. ça, Merci, Saïd. C'est pour ça. éviter qu'on dise quoi demain, c'est du vol. C'est du vol, c'est de la nappe. C'est ça. C'est ça. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est C'est vrai. ça. C'est vraiment ça. Et tout, c'est vraiment mental. Franchement, quand tu parles avec les gens, tu comprends, les gens sont bloqués. C'est tellement mental. Tu vois des personnes qui sont très intelligentes, mais tu vois, ils ont des blocages dus à leur enfant, dus à ce qu'on les a inculqués. Et ils ont engrainé ça pendant longtemps. C'est pour ça que nous, dans le programme, on a vraiment une grosse partie de mindset. Les gens pensent que c'est juste non, ok, le mindset c'est bien. Non, mais honnêtement, si on a pu atteindre où on est arrivé jusqu'à maintenant, là, honnêtement, oui, on a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est en grande partie à cause de comment on pense. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que, surtout nous les immigrants, on a faim. Tu sais, à la base, on a faim, on veut travailler, mais je pense que c'est juste le concept de, quand ça vient avec un cours, comme vous l'avez dit, il faut de l'accompagnement, puis il faut littéralement les tenir à la main. Puis leur dire, Effectivement. chaque étape, qu'est-ce qui doit être fait. Qui Effectivement. fait en sorte que malheureusement, même si qu'ils ont ces informations-là qui peuvent leur ouvrir des portes, mais ils ne vont pas nécessairement faire toutes les procédures. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Et c'est ça l'affaire. C'est qu'à la fin de la journée, tu as en face de toi des informaticiens, des infirmières, ils ont fait des études vraiment poussées, mais qui ne veulent pas aller hors du box. Tu vois, ils ne veulent pas penser hors du box. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est le plus grand boulot qu'on a lorsqu'on prend les gens en coaching maintenant. C'est vraiment de pouvoir faire comprendre à ces gens, sortir hors de la façon conventionnelle de penser. Et vraiment, quand tu comprends, quand tu arrives à intégrer cela dans tout ce que tu fais, même quand tu marches sur le chemin, quand tu conduis, quand tu vois quelque chose, ta façon de penser est complètement différente. Tu vois? Et c'est là où, quand tu mets en place des actions, tu te dis, OK, là, OK, il y a telle opportunité là-bas, il y a telle opportunité là-bas, parce que tu as pensé hors du box. Mais tant aussi longtemps que tu te dis, OK, ma vie, c'est quitter le matin, aller bosser. Si je prends une formation, parfois, c'est pour la complaisance mentale. Parce qu'il y a aussi cet élément qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui prennent les formations juste pour se dire, j'ai pris une formation. Donc, a priori, je vais réussir. Pourtant, à la fin de la journée, prendre une formation, tout le monde peut le prendre. Hein. C'est juste les actions qu'il y a derrière qui est plus important. Ce que je voudrais savoir sur ce point, là, vous avez traité des choses vraiment pertinentes. C'est le fait que c'est pas nécessairement le produit, mais c'est beaucoup la psychologie, la clientèle, qui est vraiment le point tournant d'une réussite. Mais ce que je voudrais savoir, si on retourne sur l'histoire au Brésil, comment ça s'est passé de A à Z? Comment vous avez procédé, savoir quelle clientèle attaquer? Parce que pour de vrai, c'est la première fois que j'entends ça. Littéralement, que vous allez chercher une clientèle au Brésil. Peut-être les gens vont se dire comme ça, il n'y a rien à faire au Brésil ou d'autres affaires. Donc, comment vous avez procédé à ça? Comment ça s'est déroulé? Ben, écoute, par rapport au Brésil, c'est très simple. Je pense que cette période, si je ne me trompe pas, on devait vendre sur le marché suisse. On vendait en Suisse et en Belgique. On vendait sur les deux marchés. Au tout début? Non. Au Brésil, c'était comme déjà 2019. Ouais, c'était comme 2020, même après la pandémie, je pense. C'était après le temps 2021, comme c'était vraiment... 2020, ça fait comme 4-5 ans et tout. Je pense que, parce que nous, avant, on avait un concept, je vais être honnête avec vous, c'est que c'était de faire le maximum de cash possible. Donc pour nous, on pensait plus moyen terme. C'est pour dire, à l'époque, on pouvait facilement faire 5-6 boutiques. Ouais, même plus. Là, en même temps. Ça roulait beaucoup. Nous, je vais en venir. On était capable de faire 5-6 boutiques. Pourquoi? Parce que, les amis, nous, on avait tout sacrifié. Parce que c'est important que pour réussir, il faut se mettre dans les dispositions. Il faut se dire que, OK, pour réussir, nos amis, à la base, quand on était ingénieur, on n'avait plus ses amis parce qu'on ne sortait plus. Pour entretenir des relations, c'est pas juste appeler. De temps en temps, qu'on t'invite, à chaque fois que tu dis non, à un moment donné, on dit c'est d'arrêter de m'appeler. C'est logique. On sortait plus. Je fais un bon bout, j'avais pas de blonde, rien du tout. On travaillait 14 heures sur l'ordinateur. On passait toutes nos journées sur l'ordinateur. Et comme tantôt je l'ai dit, on voulait faire le maximum de cash. Donc, lorsqu'il y avait 2-3 boutiques, on lance le testing.
Ça commence à rouler 1 KD, 2 KD. Quand je dis 2 KD, c'est pour dire 2 000 $ la journée de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, ouais. Chiffre d'affaires, 2 KD. 2, 3 KD. Quand on a 3 000 $ par jour, c'est une boutique déjà, boum, on crée une troisième. 3 000 $, boum, on crée une quatrième. Parce que c'est plus difficile d'amener une boutique de 0 à 3 000 que de 3 000 à 5 000. Parce que le plus difficile, c'est pas de tester le produit. Le plus difficile, c'est de tester le produit. Ce qu'il est, à l'époque, surtout à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Ouais, à l'époque, c'était plus facile. Donc, pour nous, on s'est dit, OK, on veut avoir le maximum d'argent. Étant donné que nous sommes curieux, on se dit, on va tester d'autres marchés. On avait entendu le marché brésilien, mexicain, on avait entendu sur le marché finlandais. Qui cartonnait également. Wow. Non, on avait entendu. Ouais, Ok. tu as entendu Des gens qui que c'est parlent. possible de vendre Parce que là-bas. tous et puis nos voilà. contenus qu'on consommait, en plus de la formation, on regardait des gars sur YouTube. Mhm. Des Alex Fedotov, il y a plein de gros youtubeurs américains dans le e-commerce qu'on regardait et tout. Il y avait aussi à l'époque Jordan Welch et tout. On regardait le contenu, ils proposaient des marchés. Tu sais, souvent, ils disent il y a tel marché qui est intéressant, mais il n'y a pas une étude de cas concret. Il n'y a pas une boutique qu'on a vu, la monnaie, c'est le dollar brésilien. On n'a pas quelque chose de concret. Mhm. Donc, nous, on s'est dit, OK, là, on est rendu à 3-4 boutiques qui tournent, ça va. On va faire un effort, on va lancer, on va faire un testing 5e boutique, marché brésilien. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, tout simplement, j'ai mis un VPN, je me suis mis au Brésil. J'ai tapé, par exemple, chaussures orthopédiques. Parce que la première des choses, si tu veux vendre dans un marché, tu dois penser comme un gars local. Non, c'est très important. C'est Mhm. très Ça, important. c'est la règle de base. C'est très Tu dois important. penser comme un gars local. Parce que les locaux achètent plus facilement chez les locaux Mhm. que chez les étrangers. Ouais. Ça, c'est la règle de base. Donc, je mets un VPN, je tape chaussures orthopédiques en brésilien, bien sûr, Mhm. pas en français, Ça, oui, en brésilien et tout. Je vois effectivement toutes les boutiques qui s'ouvrent. Je pars, j'ouvre au fur et à mesure. J'enregistre. Je partage après ici, regarde aussi. On regarde ensemble. Nous, vu qu'on fait du dropshipping, on reconnaît des sites de dropshipping. Mhm. Dans les différents sites, on voit qu'il y a certains sites de dropshipping qui vendent des produits. Là, ça nous rassure. C'est comme ça qu'on apprend. Je vous explique le process. Quand on va à la boutique, on clique, on regarde tout. On est vraiment très minutieux. On regarde l'offre marketing, comment ils vendent. On regarde la présentation. On regarde les couleurs. Mhm. On regarde les thèmes qu'ils utilisent. On clique sur le produit. On ajoute au panier. On part jusqu'au processeur de paiement. Parce qu'en faisant cette action, ça nous permet de voir le processeur de paiement qui s'utilise dans cette boutique. On fait une simulation. Donc, on Je va jusqu'au comprends. bout, comme si on va acheter, mais on n'achète pas le produit. Je On comprends. va jusqu'au bout et tout. Maintenant, on a des outils à l'époque qui coûtaient un peu cher et tout. On achète, ça nous permet de voir toutes les applications qui ont été installées dans la boutique. Ah ouais, c'est possible de voir ça. Ben Aussi oui. de voir ça. Même, tu peux même voir la quantité de vente qui a été Parce que le faite. VAT, Effectivement. oui. On a les Shopify, les dropship.io. Toutes ces Oh, applications nous ouais. permettent de voir le nombre de ventes que cette boutique fait par mois, quel est le produit qui cartonne. Ouais, Mhm. surtout. Surtout, on regarde tous ces éléments et tout. On a regardé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait sur partie Google Trends? Je commence à taper des mots-clés. Parce que très important aussi, les amis, c'est que on produit souvent en fonction de la culture de ce pays. Je m'explique. Un gadget peut facilement se vendre aux États-Unis parce que c'est un pays qui aime tout ce qui est effet wow. Mhm. Par contre, en Allemagne, ce sont des gens avec une culture plus rationnelle, ça passe pas. Ça passerait pas. Eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques, rationnels. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Ils achètent beaucoup plus des produits qui résolvent un problème. Un réel problème, très fort. Réel problème. Je comprends. Je peux vous montrer en fait la différence. Ouais. Donc, très important de penser comme un local et de voir est-ce que le produit qu'on veut vendre est adapté à la localité de ce pays. Mhm, mhm, mhm. C'est ça. Ça, c'est les éléments fondamentaux. Donc, après, on commence avec Google Trends. Tapez, voir effectivement les différents produits où il y a une forte tendance. Google Trends, vous connaissez Google Trends? Ouais, ouais. Oui. Par exemple, chaussures orthopédiques. On regarde les 5 dernières années. Est-ce que ça se vend beaucoup? Ça te demande une charte graphique. Exactement, une charte graphique. Tu regardes, est-ce que ça se vend beaucoup? Par exemple, on tape par exemple sac, on regarde beaucoup. Peut-être épilateur au point noir, ça se vend beaucoup. Oui. On s'est rendu compte que les produits qui cartonnent beaucoup aux États-Unis, c'est quoi? C'est des produits de beauté pour la femme. Ah. Je pense que le premier produit qu'on avait lancé, c'était les petites éponges qui tournaient. Il y avait une petite éponge pour femmes comme ça, pour exfolier la Pour peau. explorer la Oui, peau. oui, C'est exfolier la un peau. extracteur de Extracteur de- bouton noir. Comme ça. Exactement. Aussi tout ce qui est épilateur. Ça, on a fait le site internet et tout. On s'est rendu compte aussi, dans ce pays à l'époque, il y avait beaucoup d'influenceurs. Ouais. Au Brésil, il y a beaucoup d'influenceurs. Ah ouais. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, oui, on s'est rendu compte. Ouais. Ok, donc nous, c'est mon CG.
savez, la meilleure façon d'apprendre, c'est quoi? C'est de tester. Tester. Ouais. Surtout que le dollar brésilien n'est pas cher. Je pense qu'on a l'une des plus grosses influenceuses qu'on avait contactées. Elle nous avait demandé peut-être 1500 $. Je m'en c'est quelque chose comme ça. Ça C'est fait quelque comme chose, longtemps. Comme longtemps. 100 $. 1500 Versus une, yes. versus une influenceuse en France qui va te prendre au moins 3 000 à 4 000 euros à l'époque. Donc, on a fait le test et tout. Première influenceuse, 1500, je pense. À cette époque, en passant, on ne faisait pas du Facebook au Brésil. On a plutôt lancé en influenceur. Ça, c'est important, Donc, c'est important de préciser ça aussi. Oui. Ouais. Ah, Parce ok. qu'il y a différents types de façons de faire la publicité. Soit via Meta, comme Brice l'a dit, Ouais, ouais. via Google aussi, comme vous connaissez, mais on le Mhm. faisait plus pour le retargeting, ou alors via un influenceur. Maintenant, un influenceur, comment on procède? Il y a la façon story de 24 heures. Donc, on envoie le produit, on envoie un script, on lui dit, nous, on veut que cet thème-là ressorte. Maintenant, tu peux reformuler cela en tes propres mots. Effectivement. On n'a pas de problème. On ne veut pas que tu dises du mot à mot. Il faut que ce soit naturel. Exactement. Donc, c'est ça. Elle a dit OK. Ou alors, l'autre possibilité qu'on ne voulait pas, c'est que, et ils aiment bien ça derrière les influenceurs, c'est que tu envoies le produit de temps en temps, ils vont poster. Ouais, en fonction de, en en fonction fonction de l'humeur. de l'humeur, tu vois. Mais non. Nous, ce que nous on préfère, pourquoi? Parce qu'on a vu effectivement aux États-Unis, je pense qu'il y avait Jordan Walsh, à cette époque, il avait fait 1 million en 24 heures. Ouais. 1 million en 24 heures. Il avait contacté, je pense, c'était Kylie Jenner à l'époque. Ouais, ça fait tellement longtemps. Oui, c'est- Kylie ouais, Jenner, c'est- il je avait, me mais rappelle il avait exactement payé les le chiffres. prix. Ouais. Il avait payé peut-être comme 30 000 $. Mais s'il paye une influenceuse 30 000 $ et en 24 heures, Il fait 1 million. CA de 1 million, Ça vaut la peine. Ouais. ça vaut la peine. Ça Ça vaut vaut la peine, ça. Donc, nous, on a fait la même chose. On s'est dit, OK, on va tester le produit. Parce qu'il faut d'abord tester. On va prendre une petite influenceuse. Ouais. On envoie le produit. Elle a aimé le produit. C'est préparé et tout. Surtout que 1500 $, elle nous a donné un prix. On n'a même pas discuté. Mhm. Vous savez, Amérique latine, c'est un peu mentalité un peu immigrant. Là. Donc, du coup, elle s'est dit, waouh, je vais me donner à fond. Elle nous a dit, guys, je vais faire la job pour vous. Les gars, Je vais me donner à fond. Ouais. Elle a pris l'entreprise. elle a fait l'entreprise, guys. Je vais vous gérer. Oui, je vais vous gérer, les gars. 24 heures, les gars. Elle nous a fait près de 10 000 Ouais. dollars. Wow. Dollars, je ne parle pas en dollars brésiliens, Ouais, ouais. dollars canadiens de chiffre d'affaires. Ah ouais. On a dit, écoute, on te donne un petit cops de 500 $ de plus. Tu nous fais une autre story sur 48 heures. Elle nous a fait, je pense, 17 000, 16 000 et tout. On a fini 48, je pense que je me rappelle bien, c'était à 25 000. 25 000. 25 000. Ouais. On a payé au total 1900. Ouais. Mhm. 900 000 1900. par là avec les frais. 25 000 dans une espèce de combien de temps? 48 heures. 48 heures. Ah ouais. 48 heures. C'est une story sur 24 heures. Mhm. Wow. Non. Story sur 24 heures. Et l'influenceuse avec un profil comme peut-être 400 000 abonnés. 400 000 abonnés. Marché brésilien, nouveau Marché marché. brésilien. en Ouais, plus. ouais, c'est Beau mieux, marché. je l'ai- Non, franchement, là-bas, ils sont très nombreux. Franchement, le marché espagnol, franchement, il ne faut pas le négliger. C'est un marché qui sont très nombreux. Mhm. Ils ont de l'argent à C'est ça, investir. c'est parmi, c'est ça, c'est parmi le portugais et l'espagnol, c'est parmi les langues les plus parlées après le français et l'anglais, c'est vraiment, et l'arabe aussi, c'est vraiment, il faut vraiment, ils sont nombreux. La Colombie, en plus l'influenceuse autant pour moi avait une influence aussi en Colombie, tu vois, donc c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant, honnêtement. Donc, à la fin de la journée, lorsqu'on m'a dit qu'il y a le chiffre, oui, c'est facile de comprendre ça comme ça, mais à la base des bases, il faut avoir, comment dirais-je, le peps de pouvoir investir d'abord un demi-dollar, d'abord que tu ne sais pas où ça va. Ça c'est très important parce que tu sais, tout le monde aime bien dire si ça va rapporter du x5, x10, je suis down. Mais les gens oublient que ça peut aussi partir dans l'eau. C'est vrai. Et Et nous, on a eu des pertes qui sont allées dans l'eau. Parce que c'est important de parler. On a payé les influenceurs les 10 000 $ US. c'est pas marché. C'est parti Ah dans ouais. l'eau. Dans le marché américain. Le marché américain, oui. Même marché, même des fois en Hollande. Mais en Hollande aussi, on a fait beaucoup de choses comme ça. Mhm. Tu payes 10 000 US, l'influenceur te rapporte à peine 1 000 $. Ouais. Donc, Ou tu payes 8 000, elle te rapporte 8 000. Donc, Donc, tu payes carrément. break-even. Oui. Ça, c'est intéressant, justement. Ça serait à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que c'était une mauvaise recherche ou peut-être l'influenceuse, sa communauté n'était pas la Voilà, bonne? très, très bonne question. Ouais. Honnêtement, de ce que je te dirais, parce qu'à l'époque, on se basait beaucoup sur les outils. Ouais. Il y avait un outil qu'on utilisait, j'ai oublié, c'était quoi? Engagement. Ça fait tellement. Ça fait vraiment longtemps. Influx, c'est quelque chose, j'ai oublié le nom aussi. Ouais. Influx Spy. Influx, c'est quelque chose comme ça, je me Influx rappelle. Spy, il y avait un outil en fait qui permettait en fait de traquer le profil vraiment Instagram, le profil Instagram de l'influenceuse. Donc ça regardait son engagement, les commentaires par post, Mhm. ça regardait
le nombre de faux profils. C'est Parce que c'est très très important. important. Dans les influenceurs aussi, il y a beaucoup qui achètent des faux profils. Ah, Ça ouais. peut Elles des sont faux nombreuses. followers. Elles sont Augmenter nombreuses. pour Fait que ça booster le compte. augmente, fait que ça fait comme s'il y a Exact, beaucoup. exact, Et pourtant, exact, c'est faux, exact. là. Vous savez, les amis, c'est vraiment du testing. Pourquoi? Ouais. Parce que, comme Bruce l'a si bien dit, il y a des influenceurs qu'on a regardé vraiment toutes ces informations. On a payé. C'était un flop. Les informations étaient positives. Mais en termes de retour sur investissement, ça n'a pas été. Comme aussi, on a des influenceurs que lorsqu'on se basait C'est les sur stats. les stats, c'était n'importe quoi, mais Mais ils ont honnêtement, ramené de l'argent. honnêtement, justement, et pour la petite histoire, il y a des influenceurs qu'on a payés 2005 qui nous ont rapporté près de 110 000. Hein, en 24. Oui. Aux US, il y a des petites Oui, influenceuses. Ah ouais. Oui. On les appelle des Oui, micro-influenceurs. mais qui ont une portée très, très solide. Tu vois, ils ont des profils comme de 20, 30 000, mais c'est 20, 30 000 vraiment engagés. Vraiment engagé, Ok. tu vois. Tu vois, des petites influenceuses, maman, qui un peu souffrent dans la vie. Vous savez, le monde aime bien les histoires dramas. C'est ça, tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, vous connaissez l'acteur Tyler Perry. Oui. Vous voyez ses films. Oui, Tu vois la Madia, souffrance. Madia. Madia, tu as vu. C'est ça. Tu vois, c'est pas, mais j'ai comme l'impression que lorsqu'une influenceuse, et même à date, c'est ça, lorsqu'une influenceuse a connu des difficultés, son engagement, C'est incroyable. C'est là. Ouais, je c'est comprends. Je incroyable. vous dis honnêtement, par rapport à ça, Charlie, comme tu l'as dit, souvent, écoute, on regardait les statistiques, souvent ça donnait, souvent ça ne donnait pas. Ouais. Comme Bruce l'a dit, on a autant perdu comme on a autant gagné. C'est ça, c'est important de mentionner ça. Surtout dans les marchés inconnus. Inconnu, ouais. C'est le marché inconnu. Mais c'est- c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'embarquer dans le e-commerce ou le dropshipping, Mhm. mais ils vont juste se focaliser sur l'état où ils sont, peut-être le Canada seulement ou le Québec. Ouais, Et ils vont se limiter à ce secteur. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez déjà vu les parts de marché que vous auriez pu aller chercher à l'extérieur? Parce que là, on parle quand même de la Suisse, la France, le Brésil, d'autres marchés que vous avez essayé. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir? La petitesse du marché. OK. Ouais. Le marché québécois, on le maîtrise en profondeur. Ouais. Ah ouais? Oui. Est-ce que c'est payant? Non, c'est payant, mais c'est petit. OK. Parce Ok. que si tu vises un. Excuse-moi, je vais écrire dans le micro. Mhm. Si tu vises un 2 millions le mois ou un 2 millions le mois avec un site e-commerce, c'est pas dans le marché québécois que tu vas le faire. Ah ouais? Ouais. Et pourtant, par exemple, juste aux États-Unis, c'est normal c'est normal une marque d'e-commerce qui fait 2 millions le mois. Tu vois. Donc, c'est ça. Comme Sylvain a dit, le marché québécois en particulier est très petit. Donc, très rapidement, tu atteins un plafond de verre et puis voilà, quoi. Nous, on a c'est ça. reçu même des menaces d'autres compagnies qui se plaignent qu'on prend trop les parts du marché. Non, Nous, non. on est même passé même à TVA Nouvelles. Ouais. Ben, Ah pas ouais? nous, mais Nos marques. mais nos marques. Pour dire que des marques en ligne envahissent le marché local et tout. Puis le marché québécois, Ouais, on le connaît vraiment en profondeur. Mais comme Bruce l'a si bien dit, c'est un petit marché. Il y a un cap. Ouais, il y a Oui, un cap, c'est ça. Quand il y a un tu fais quoi déjà quand tu fais déjà comme 300 000 le mois, honnêtement, tu sais, parmi le top des marques locales en termes du commerce. C'est ça. En ligne. En ligne, Bien sûr. c'est ça. Ça va. Sur le marché québécois? Oui, tu peux faire même 500 000, bien sûr. C'est Ah petit, ouais. quand Le même. mois, oui, c'est ça, mais c'est petit, mais tu plafonnes. Parce que tu sais, sur Meta, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la répétition. À un moment donné, tu te rends compte que en termes de reach, tu as un reach de presque toute la population du Québec. Mais c'est les mêmes personnes qui Et- retournent et- tout le temps au Québec. Ah. Mais ça fait du sens. Parce que même pour toute publicité, tu vois les mêmes personnes. Oui, Eh, c'est vraiment, vrai. tu comprends, le marché se sature très vite, tu vois, parce que honnêtement, sur Meta, actuellement, je pense qu'on est comme 6 millions sur Meta. 6-5 millions sur Meta, c'est rien, là. Tu vois, tu le satures très vite. Avec un bon budget publicitaire, là, tu le satures très vite. Mais est-ce qu'en faisant des chiffres comme du 300 000 $ le mois, c'est des chiffres qui vont pouvoir rester ou bien tu sais que ça va mourir de toute façon? Justement, c'est ça comme Sylvain a dit, la petitesse de marché. Ça. Et surtout aussi, comme je l'ai dit avant, très important, il y a de cela 7 ans, quand on commençait en e-com, nous on pensait plus cash. Nous on était beaucoup plus dans, ok, Brice, ce mois, si on se focus, il faut qu'en bénéfice, on sort 200 000. Il faut qu'on sorte 100 000. Parce que c'est important en e-com, on tourne autour de 30-35%. Parce qu'il y a les coûts de produit, il y a la publicité, il y a les frais du processeur de paiement et il y a le reste.
C'est vrai. Parce que les charlatans sur Internet disent non, il a fait 500 000 Il fait 500 000 C'est au mois. c'est le chiffre C'est le chiffre d'affaires. d'affaires, c'est important de mentionner ça. Mais dans 500 000, il y a d'autres qui font même 10% de bénéfices. Ouais, même moi. Même moins, parce qu'ils ont dépensé beaucoup en publicité. Même moi. Ouais. C'est très important. Ils ont dépensé beaucoup en publicité. S'il a même payé, par exemple, des gens pour faire ses créatifs, Ouais. Si C'est un coût. les employés, tout ça, c'est une agence. Ouais. C'est un coût. Donc, mais maintenant, si tu veux te lancer sur le marché québécois, il faut beaucoup plus penser long terme. Plus important, on se dit, on pourrait par exemple faire des chiffres, par exemple le mois, même si des chiffres de 100 000, 3 000 $ par jour, 100 000, mais beaucoup plus tard, sur un an. Ouais. C'est important de penser aussi à prendre des produits, une thématique, tu peux facilement te réinventer. Parce que par exemple, si tu vends par exemple des manteaux d'hiver, si tu vends tout le temps les mêmes manteaux, à un moment donné, T'es saturé. t'es saturé. Surtout qu'il y a d'autres concurrents autour. Tu n'es pas le seul. Surtout Ouais. qu'il y a le même Québécois, il parle à Jean Talon. Il passe sur place Il prend un manteau à 70 à $. 70 $. Puis voilà. Si toi, tu le vas à 99 $, c'est important que tu proposes autre chose. Par exemple, c'est important que tu proposes d'autres produits. Tu sois beaucoup plus innovateur. Surtout, ça donne envie aux Québécois d'attendre 3 à 7 jours. Parce que le fait que nous, on est en ligne, on n'a pas les mêmes délais de livraison qu'Amazon. C'est vrai. C'est très important. Très important. C'est vrai. Donc, c'est important qu'on soit vraiment très pointueux. Mais est-ce que ça aurait été différent si ça aurait été votre propre marque plutôt que le volet du dropshipping? Disons que ça aurait été une marque, je t'aurais dit, la marque, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour arriver à l'étape de marque, tu dois commencer par l'étape de dropshipping, logiquement. Les gens font beaucoup d'erreurs. Dans notre programme, on a des gens qui ont commandé, on a par exemple 2 personnes, je pense qu'elle a commandé, elle nous a dit qu'elle était en Chine, elle a vu des jouets pour bébé, Ouais. elle a dit, oh mon Dieu, C'est beau. je capote tout ça, tout le monde va aimer ça. Bon, Elle a commandé 10 000 pièces. Ouais, Puis c'est un flop. Ouais. Elle arrive sur place, on parle avec elle dans le programme. Ça fait 1 an, j'ai à peine vendu 50 pièces et à ceux que j'ai vendus, ça à mes proches. Ça, mes amis. Ça, mes amis et tout. Ça à mes amis. Ouais. Ça à mes proches. Même là, là, faut forcer l'avantage. Vas-y, achète. Vas-y, achète. Supporte-moi. Super. Mais c'est ça le problème. Ouais. Si on veut vraiment lancer en marque, Mhm. tu commandes le produit, excuse-moi, tu testes le produit. Ouais. Tu commences d'abord en dropshipping. Nous, vraiment, c'est bien nous que nous sommes très, on est très smart, dans le sens que nous, on fait le 20% qui donne le 80% de résultats. Ouais. Vraiment, c'est notre stratégie. C'est vraiment notre Pareto que nous, on fait. On va pas, Tout le si temps. tu nous vois, par exemple, commander, disons, 16 sacs ou 16 oreillers, je te promets, c'est qu'en drop, ça tourne depuis 3-4 mois et on réussit à vendre C'est au que ça moins fonctionne. 100 000 par mois. On sait que ça fonctionne. C'est que ça Minimum. fonctionne. On sait que Minimum. ça Minimum. fonctionne. Ben, quand je dis Ça 100 000, il faut dire 30 000 à chaque mois. Ouais, chaque mois, ouais. Que au moins 100 pièces sont sorties Ouais, facilement la semaine. c'est Ça ça, sort. Donc, ça en sort. mois, on peut vendre peut-être 400 pièces. Ouais. C'est là on peut se permettre de commander un produit. On peut commander du stock. C'est là on peut investir physiquement sur le produit physiquement. Ouais. Mais si avant ça, tu n'as pas testé le produit, c'est idiot d'aller commander. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, les amis, si vous voulez vendre, créer votre marque, d'ailleurs même, je vous le dis, réfléchissez. Dieu merci avec ChatGPT qui est aujourd'hui. Cherchez 5 idées de produits. Vous commandez par exemple chaque pièce, 5 pièces, 5 pièces, 5 pièces, 5 pièces, 5 pièces. Vous mettez sur Marketplace. Marketplace. Essayez de vendre. C'est ça. Celui qui va facilement se vendre, commande encore peut-être 20 pièces. Vous essayez de vendre. Ok, ça sort super bien. Commandez 100 pièces, boum, tu fais un site internet. Là, Tu commences à faire les publicités. c'est ça. Et là, tu es sûr qu'il y a une Et demande. là, tu es sûr qu'il y a une demande. Comme ça, tu y vas étape par Oui, étape sans tu es vouloir sûr te qu'il y a une brûler. demande. Et Oui. sans vote pour les, c'est tout. Tu es sûr qu'il y a une demande. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est la magie. La différence entre le dropshipping et une marque classique, c'est juste le stock. Il n'y a rien qui... rien. Ce sont les mêmes codes, ce sont les mêmes façons de présenter le produit, c'est les mêmes vidéos publicitaires. C'est la même chose. C'est ça. C'est juste le stock qui C'est diffère. ça. Et les gens pensent que parce que tu es une marque, entre guillemets, automatiquement ton produit sera intéressant pour le client. Non. Il y a des sites de dropshipping, il y a des sites qui font les 1M le mois, qui sont 100% dropshipping depuis la Oui. Chine. Et qui sont extrêmement Jusqu'à ce stables. jour. Bien Jusqu'à ce oui. Ben oui. Bah Ben oui. oui. Ben oui. Intéressant. Parce que le dropshipping, Saïd, c'est important de comprendre, le dropshipping, c'est juste une façon de gérer sa logistique. That's it. C'est tout. La That's personne it. qui gère le mieux, c'est lui qui gagne. Effectivement. That's it. That's it. C'est juste que tu te dis, moi, j'ai pas envie d'investir dans le stockage à Montréal ou bien en France ou whatever. J'ai pas envie d'avoir une équipe qui va emballer les commandes chaque soir ou whatever. Je délègue ça en Chine. That's it. Mais tu as les mêmes codes qu'une marque
classiques comme Zara, comme Simon, whatever, tu as le même branding, le même service client, tout pareil. Est-ce que vous avez déjà été en Chine? Pas encore. Ok. Pas encore. Ça, c'est notre plus grand regret. Normalement, maximum l'année prochaine, on ira. Ça, c'est notre plus grand regret. On a plein d'amis qui nous invitent là-bas tout le temps. Ah ouais. Ouais, Les fournisseurs. Oui, Mais les comment vous faites fournisseurs. pour gérer avec les fournisseurs, tout ça? Ouf, nos fournisseurs sont rendus comme Ouais. c'est notre famille. C'est ce sont ça. nos amis. Ouais, c'est ça. Chaque année, Tu les rends riches. Les cadeaux. Ils envoient des cadeaux. les T'es pas affaires. sérieux? Mais oui, ils envoient des cadeaux, des piscines, des tout. trucs. Ouais. C'est comme il a dit Ouais. tantôt, c'est nous qui faisons de l'argent aux fournisseurs. C'est Ouais. important pour eux de nous choyer. C'est ça, de garder une bonne relation et tout. Mais oui. C'est très important. C'est très important. Il n'y a aucune différence, comme vous l'avez dit, entre le drop et le e-com. Hein. La preuve, on a des personnes ici qui ont commandé du stock, qui nous demandent, qui nous consultent, qui payent en fait pour les consultations de une heure de temps. Tout ce qui est charte graphique, c'est la même chose. La façon qu'on fait aussi de dropshipping, ce sont les mêmes codes, la même manière qu'on fait des sites de marque. Wow. C'est exactement. C'est exactement. Si tu vois des sites de dropshipping que nous on conçoit aujourd'hui, tu vas dire que non, c'est pas le dropshipping. Effectivement. Et même nous, franchement, c'est ce que nous on utilise. Hein. On commence d'abord en dropshipping. Quand ça fonctionne et que ça a de l'allure, que ça peut avoir une vision long terme, comme Sylvain le dit, là, on commande du stock. Soit on le stocke, même en Chine directement, ou on le ramène ici, dépendamment des prix d'envoi. On le ramène soit ici, soit en France, ou aux États-Unis, dépendamment où on vend le produit. Donc, on ne fait pas juste 100% du dropshipping. Le dropshipping, c'est une façon rapide, très moins chère, il faut le dire, de lancer une marque en ligne. Quand tu tournes, quand tu sens le potentiel, soit tu le passes vraiment à quelque chose de physique où tu auras le contrôle de tout, soit tu continues en dropshipping au fur et à mesure. Mais il ne faut pas que les gens ont... Parce que malheureusement, on a trop catalogué le dropshipping à ce que les produits qui viennent de Chine et que cela en a. Malheureusement, il faut qu'on se le dise clairement. Il faut enlever cette étape. Il faut enlever ça. Il y a plein de marques, que ce soit Best Buy, que ce soit Walmart, qui vendent des produits en dropshipping sur les sites. Donc, il n'y a aucune différence. En 2022, même jusqu'à date, on a tellement de compagnies qui nous contactent, donc, dépendamment des produits qu'on vend. Les produits qu'on vend, tu mets tellement de compagnies qui nous disent qu'ils veulent être notre distributeur, qui veulent faire ceci. C'est ça. En 2022, on a fait venir un conteneur de 40 pieds, des piscines. Avant ça, piscines. On vous explique. Avant ça, on vendait des piscines en ligne. Ah ouais? Piscine Vous gonflable. voyez des piscines gonflables et métalliques. Des piscines de marque Intex, Best Way. Toutes ces piscines que vous voyez tout, on vendait effectivement des piscines, des gonflables, on vendait en ligne. Brice et moi, on s'est dit, on a vraiment fait la même affaire qu'on vous explique. Hein. C'est exactement ça. On a commandé un pied, on a rempli, on a mis toutes les grandeurs dans la piscine et tout. Lui et moi, on est parti. Avant, je pense dans ton ordinateur, tu as encore les photos et tout. Comment on déchargeait nous-mêmes. On est parti, on a payé la douane. Ouais. Les amis, en cash collecté, on a vendu cette piscine en 2-3 mois. On a facilement fait du 140 000. Wow, c'était vraiment En cash. Des gens venaient, mais à un moment donné, notre conseiller est venu. Ça y est, les gars. Il nous a dit. C'est ça. Mais les gars, Des piscines. C'est ça. Oui, c'est fou. Actuellement, on peut tout vendre en ligne. Des franchement. piscines. Des piscines. On a commandé un conteneur, c'est un arrivé, conteneur, on est ouais. parti. Ce sont les mêmes prix. C'est très simple, je dis. On allait à Cajon Tailleur. On voit combien ils vendent. Peut-être 350 et tout. Nous, qu'est-ce que nous on fait? On va à 300. Les Québécois, les immigrants, qui n'aiment pas ça payer moins cher? Tout le monde. Surtout quand on voit neuf. C'était neuf. Il y a des gens qui bien. Les gens qui arrivent. C'est ça, dans un entrepôt. C'était sur votre e-commerce. Le site est un entrepôt. Un entrepôt. Dans le site, on avait un entrepôt. Si tu veux passer chercher un entrepôt, ou bien tu passes sur le site, on te livre à la maison si tu voulais. Parce qu'on ne pouvait pas accueillir chez nous, effectivement, près de 40 pieds. C'est ça. On avait loué un entrepôt à Longueuil. On avait On avait stocké là-bas et tout. Lorsque les gens nous écrivent qu'ils veulent passer, le soir, ils passent. Ou alors, par exemple, Brice et moi, on prenait nos ordinateurs, en n'arrivant pas à travailler sur C'est ça. Les personnes viennent ramasser et tout. C'est ça. Wow. Des piscines, bah oui. Même cet été, comme on le dit souvent, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas se diviser. Mais on a quand même pensé à ça. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on passait dans le Cajon Tailleur et tout, les piscines, c'est quelque chose qui sort. Ça finit très vite. On met en début d'été, mai, juin, c'est fini. C'est fini, ouais. À date, il y a des gens qui nous écrivent toujours. Avez-vous encore des piscines? Avez-vous? Parce qu'effectivement, oui. Fait qu'il y a des saisons pour chaque store, effectivement. mais en même temps, ça te permet de capitaliser sur les autres stores. Exactement, Ah, c'est ça. c'est très Par exemple, intelligent. les piscines, effectivement, c'est spécialement pour la saison de l'été. Effectivement. Je ne veux pas faire venir des piscines en janvier. Non. Fait que là, comme en hiver, tu pourrais faire des pelles électriques.
Effectivement, Ouais. les choses comme Électrique, ça, les des manteaux manteaux, d'hiver, des les bottes bottes d'hiver. d'hiver, les choses comme ça. C'est ça. C'est ça comme ça. Fait que, dans le fond, il n'y a aucun produit qui ne fonctionnerait pas. Non, non. Ça dépend juste comment tu vas le positionner, tout dépendant du marché que tu décides. Et surtout, Effectivement. comme on dit, il y a des critères aussi. Il faut qu'un produit résout un problème. Mhm. Surtout pour le marché québécois, canadien. C'est pas comme aux États-Unis. Ici, si tu as un produit qui résout un problème, tu vas vendre. L'hiver. Ouais. Un L'hiver. produit qui va résoudre le problème, tu vas vendre. Comme tu l'as dit, des pelles électriques. Si par exemple, tu as de bonnes pelles et que par exemple, ton prix est comparé un petit peu moins cher, compétitif par rapport à ce que Canadien t'avait vendu, Mhm. tu vas vendre. Sûr et certain. Ouais. Tu vas vendre. Tu peux tout vendre. Tu peux vraiment tout vendre, tout vendre, tout vendre. Peu importe, tu peux tout vendre. Il faut juste bien faire des choses. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus matures. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Il faut que ton site, ça veut dire qu'on voit ton site, on dise waouh. On pense même pas que c'est du drop. Ouais. Si on voit ton site, il y a des fautes d'orthographe, c'est un site bâclé, de 2017-2018, c'est clair que ni Saïd, ni personne va acheter. Personne va acheter un Personne va Internet. acheter. Donc, c'est important de faire les choses bien. Bonne identité, bonne charte graphique, Mhm. connaître ton avatar client. C'est important de se démarquer. Tu vas te démarquer. Sinon, ça ne marchera pas. Mais ce que je voudrais savoir, exemple, pour les gens, exemple, qui voudraient embarquer dans la formation ou peut-être qui voudraient faire du dropshipping. Mhm. Parce que j'imagine, dans ce business-là, il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. Bien sûr. Donc, combien en capital il faudrait avoir avant de s'embarquer là-dedans, d'après vous? Très bonne question. Honnêtement, est-ce que là, tu parles de capital hors, par exemple, accompagnement ou bien juste le capital en termes de publicité? Mais sinon, on peut faire les deux. On peut d'abord voir, si par exemple, demain, je veux embarquer là-dedans, Mhm. combien je dois estimer en capital avoir moi pour non seulement faire mon store, payer, on va dire que je prends des gens UGC ou quoi que ce Mhm. soit, Mhm. l'accompagnement, la tout ça. publicité. Ouais. Honestly, déjà par rapport au store, nous, comme tantôt Steve l'a dit, en e-commerce, c'est vraiment les compétences. Nous, on fait tout pour que tout le monde qui vient vers nous, qui veut apprendre l'e-commerce ou bien qui sont dans le programme, on les apprend comment faire le store. Parce que tu sais, à la fin de la journée, pour déléguer quelque chose, il faut maîtriser cette chose-là. Donc, ça signifie, c'est un peu poche. Imagine, tu te retrouves à 3h du matin, il y a un bouton sur ton site qui est peut-être, par exemple, en bleu, tu veux le mettre en vert. Si le designer qui a fait ton shop, il est en Inde ou bien il ne sait pas où, il est en train de dormir, tu as besoin de le mettre en vert, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu puisses avoir la compétence pour le faire. Donc, nous, on veut vraiment que, au moins, c'est le premier shop, que tout le monde le fait soi-même. Donc, déjà là, en partant, disons que c'est une charge nulle. Mais en termes de publicité, nous, on fait 100% bêta. Et en termes de début, nous, on conseille à tout le monde d'avoir au moins un budget de publicité autour de $300-500. Normalement, $300-500. Pour le mois? J'ai pas compris, tu as dit quoi? Pour le mois? Non, c'est pas question de mois, c'est question de nombre de testing. Donc, Parce que on teste un produit en moyenne à $50 en moyenne. Par jour? $50 par jour. je comprends. Mais déjà en 1-2 journées, tu peux savoir si le produit fonctionne ou non. OK. Et tu sais, ça Parce se... que je suis supposé avoir des ventes. Effectivement, ça se réinvestit. Ça signifie que, par exemple, supposons que tu investis $50 et que tu fais $150 de vente, $50 va pour la publicité, $50 va pour les produits et $50 sur le bénéfice, par exemple. Donc, ça se réinvestit. Tu comprends? Donc, le plus dur, c'est de pouvoir avoir ton premier produit qui te fera des ventes, que tu pourras justement optimiser et scaler par la suite. C'est pour ça que je parle du budget de testing. Donc, le budget de testing environ... on est autour de $300-500 en moyenne qu'on conseille. Et en termes d'accompagnement, nous, actuellement, notre accompagnement, il est à quoi? Il est à $3,500. Mais honnêtement, il est extrêmement dérisoire pour la valeur qu'on donne. Honnêtement, il est extrêmement dérisoire. Parce que nous, sans vraiment faire de publicité, c'est que nous, on est vraiment... On offre un coaching il y a one-on-one qui, en lui-même, seul, juste, normalement, le charge au moins $2,000 le mois. D'abord, normalement, juste ça. Et en plus de ça, on a les vidéos ressources justement pour pouvoir aider les gens à avoir une mind map, un cadre pour apprendre selon leur rythme. Parce qu'on est conscient qu'il y a des gens qui ont des apprentissages qui sont un peu différents des autres. Donc, par conséquent, nous, on a vraiment tenu à faire un programme de mentorat qui va venir combler tous les aspects de l'apprentissage. Que ce soit ceux qui aiment bien avoir
quelqu'un en face d'eux, que ce soit ceux qui aiment avoir une structure, que ce soit ceux qui sont plus genre, ils sont dans leur coin, ils voient juste des affaires. Après, lorsqu'ils ont une question, ils posent dans le groupe. Bref, on a essayé de vraiment combler ça parce qu'il faut le dire quand même, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, on a vraiment eu le temps de rouler notre boss et de savoir quelle est la meilleure façon d'apprendre l'e-commerce dropshipping quand tu es nouveau et quand tu vas apprendre l'e-commerce. Donc, c'est un peu ça de manière grosso modo. Puis est-ce que l'intelligence artificielle, vous voyez que ça aide beaucoup justement avec l'époque que nous vivons dans le dropshipping? Énormément. Franchement, quand je me souviens à l'époque, nous, quand on faisait par exemple les fiches produits, comme tantôt si on a dit, la psychologie du consommateur, comprendre l'avatar client, nanana, avant on le faisait un travail à l'appel. C'est manuel. Manuel. Donc il fallait aller, chaque site, chaque affaire, aller creuser, partir sur des forums, aller sur Reddit, c'était vraiment très, très, très profond. Maintenant, avec un bon prompt, ChatGPT te sort tout ce que tu as besoin de savoir à moins d'une heure. Le gain de temps est incroyable. Franchement. Même la rédaction des pages. C'est rendu incroyable. Franchement. Oui, même le copywriting, même les vidéos publicitaires. Fait que le site peut se faire quand même assez rapidement. Bien sûr. Extrêmement rapidement. Pour nous, aujourd'hui, vite fait, on peut faire un site en 8 heures, une journée maximum, avec vidéo et tout. C'est qualitatif. Oui. On a un site maximum 8 heures. Avant, c'est maximum minimum une semaine. Une semaine. 3-4 jours, plus une semaine. Oui, il va y avoir une semaine, genre, si j'ajoute les vidéos et tout. Donc, franchement, le gain de temps. Actuellement, dans n'importe quel domaine, que ce soit en e-commerce, que ce soit en dropshipping, si tu t'es intéressé par l'IA, honnêtement, tu vas mourir. Ça, ça veut dire littéralement, vous pouvez tester en une semaine, littéralement, des stores, là, rapidement. Nous, il y a eu une époque, nous, par jour, on testait presque 20 produits par jour. Par jour. On testait 20 produits par jour. On avait une grosse team. On avait une équipe. C'est pas juste nous deux. C'est pas juste nous deux. On avait une grosse équipe. Derrière on avait un équipement de 20 personnes. On était une grosse équipe. Tu vois, on testait près de 20, 50 produits la meilleure journée. Carrément par jour, je dis bien. Donc, c'est pour dire, honnêtement, tout est possible. Il n'y a pas de limite dans l'e-commerce dropshipping. Et c'est la beauté du business en ligne, en fait. C'est toi qui te fixes ta limite. Mais dans cette même ordre d'idée, qu'est-ce que vous planifiez? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'ici les 5 prochaines années, là, comme objectif que vous vous êtes fixé? Honnêtement, comme objectif qu'on s'est fixé, c'est être numéro 1 en termes de programme sur le marché francophone. Ouais. C'est vraiment ça qu'on vise. Actuellement, il y a 2 programmes. Il y a un programme, peut-être vous le connaissez, Enfin Libre. Enfin Libre de Isaac, Charlotte. Vous devez forcément voir les publicités et tout. C'est un programme québécois et tout qui fait dans du e-commerce. Pas québécois, c'est un programme en fait français et tout. Qui est, les fondateurs sont Sad et Ben et tout. C'est Sad Ben et l'autre là. Et l'autre, j'ai oublié son nom. Oui, Sad Ben et un autre. Comme nous aussi, à la base, sont des dropshippers e-commerçants, même profil que nous et tout. Leur programme au Canada, ça fait comme 5 ans qu'ils sont là. C'est une communauté de près de 8000 personnes à l'intérieur. Et il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur programme, rejoint le nôtre, parce qu'effectivement, comme c'est la cyber-engine, nous, on a vraiment mis ce petit programme qui allie le bon côté de la formation et le bon côté du coaching. Donc, c'est vraiment ça notre objectif dans les 5 prochaines années, être numéro 1 dans ce programme. Et aussi, on pense aussi à développer des applications. Ouais. Des applications mobiles. Applications mobiles aussi qui ont en lien avec le e-commerce, le numérique et tout, de manière générale, les applications. C'est vraiment ça notre objectif. Pourquoi pas, peut-être d'ici 2-3 ans, peut-être 1-2 boutiques qui tournent e-commerce et tout. Parce que je dis toujours, le e-commerce, les amis, en termes de cash flow, Brice et moi, peut-être vous allez me dire le contraire, on a longtemps cherché sur Internet. Pour nous, ça fait partie du top 3 pour source de cash flow. Cash flow. Ouais. Cash flow, ça tourne énormément. Ouais. Pour moi, une personne qui a 0 dans sa vie, en 6 mois, gagner, je dis n'importe quoi, 50 000 en e-commerce versus 50 000 en trading. En e-commerce, je pouvais dire c'est moins difficile. C'est pas facile par rapport au trading. Ouais. Mais je parle de cash flow. Et quand tu as l'argent, tu peux maintenant complètement rapidement transitionner en marque. En marque. Parce qu'effectivement. Vas-y. Transitionner en marque. Pourquoi? Parce que plus important, c'est penser toujours long terme. Ouais. Avec une marque, tu sais que bon, tu peux développer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, demain, dépendamment de ce que tu veux. La revendre si tu veux. Ouais. Par exemple, ajouter d'autres produits. Ça dépend vraiment de toi. Mais c'est vraiment ça le but. Tout projet qu'on met sur pied, c'est vraiment long terme. Nous, c'est vraiment ça notre focus actuellement. Vraiment, vraiment aider les personnes à se lancer dans le business. Aider les gens aussi à croire en eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on se rend compte que de plus en plus, des gens
qui ont payé le programme, mais que ce soit Brice ou moi, qui nous écrivent en inbox, qui veulent nous parler, qui nous disent ils n'ont pas vraiment confiance en eux et tout. Il y a un mal-être profond. Ouais, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Nous, on veut vraiment aider, rêver les gens pour qu'ils comprennent que si les autres le font, Ils vous sont pouvez aussi le capables de faire. le faire. Nous aussi, on l'a fait. Vous pouvez aussi le faire. Mhm. Et nous, on est transparent. On aurait juste pu dire comme tout le monde, on met ce pied en programme, comme Brice l'a dit. On fait votre boutique en ligne. Mais on a un très, très gros réseau. On met un designer à votre disposition que dès que, par exemple, Saïd et Chalet, vous entrez, vous avez une boutique en ligne. Mhm. Mais non, la réalité est qu'après 6 mois, si les produits qui sont à l'intérieur ne marchent pas, il faudra que tu recontactes encore une autre personne qui va faire ta boutique. Nous, ce qu'on veut, on veut vraiment vous aider à développer des compétences afin que demain, vous soyez autonome. Nous, on a une femme qu'on a connue qui est une coiffeuse, qui s'est lancée, qui avait beaucoup de problèmes. Elle a Ouais. fait du dropshipping pendant 6 mois. Elle a fait de l'argent, pas trop, peut-être 50 000 et tout. Mais aujourd'hui, elle a quasiment lancé un business pour aider d'autres coiffeuses à se lancer en ligne. Elle fait la publicité. Elle fait le visuel. C'est ça la beauté du e-commerce. C'est pas juste vendre en ligne. C'est que tu apprends d'autres compétences. Effectivement. Designer, publicité, copywriter. C'est des compétences, même dans votre business actuel, vous pouvez les appliquer au quotidien. Ouais. C'est vraiment ça que nous, on veut vraiment apprendre aux gens à développer d'autres compétences. C'est pas juste à l'étape de faire du e-commerce. Le e-commerce, pour nous, je dis, c'est la première étape. Parce qu'aujourd'hui, nous, on le dit, quand on le dit souvent aux gens, les gens ne le comprennent pas, mais on remercie tellement d'avoir fait ce choix parce que ça a totalement changé notre mindset. Aujourd'hui, je vous dis, les gars, on perdrait tout ce qu'on a aujourd'hui. Mhm. On sait le process pour faire de l'argent. Ouais. On sait ce que ça prend. On sait étape par étape pour aller. Soit aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pour ça que Brice l'a dit tantôt, on continue toujours de se former. Gardez à l'esprit, ce qui fonctionne en 2025 ne fonctionnera plus en 2030. C'est ça. Même nous, on se forme toujours. Tout Hein. le temps. Pensez pas qu'on a pris ça pour acquis. Bon, là, on est arrivé. Non. Sinon, rapidement, on devient quoi? Obsolète. Ouais. C'est ça. Peu importe le domaine, c'est comme ça que le monde avance. Ça arrive. Les choses changent tellement vite. Donc, nous, on veut vraiment inciter beaucoup de monde à se lancer, à développer des compétences, à croire en eux aussi. Et sur les 5 prochaines années, vraiment, ça être numéro 1 dans le marché francophone en e-commerce et tout. Pour le moment, on va commencer au Canada. Si tout se passe bien, on pourra voir plus tard la France, la Suisse, Magnifique. d'autres pays. Ouais. Magnifique. C'est vraiment ça. Puis, immigrant visionnaire veut dire quoi pour vous? Ben, Ben, écoutez, honnêtement, franchement, ça définit, par exemple, qui nous sommes. Ouais. Parce que à la fin de la journée, si c'est qu'on n'avait pas eu la vision en tant qu'immigrant de se dire, OK, nous, on va aller au-delà de ça, on veut se définir comme des immigrants qui ont eu la vision de pouvoir réussir quelque chose de fort, c'est que je pense qu'on ne sait même pas là aujourd'hui, tu vois. Donc, pour nous, immigrants visionnaires, c'est vraiment de ce pourquoi on travaille chaque jour, parce qu'on a de la vision, parce qu'on est des immigrants, parce qu'on a des comptes à rendre, parce qu'on vient de loin, il faut le dire, on vient de très loin. On a à la charge sur nous, parfois des familles, parfois des petits frères qui croient en nous, et aussi parce qu'on est fatigué du stéréotype d'un immigrant classique qui doit entrer dans une case prédéfinie. Donc, pour sortir de cela, il faut avoir la vision, il faut se projeter. Donc, franchement, immigrant visionnaire, c'est tout ce qu'on fait. C'est pourquoi on se lève chaque jour. Tu comprends? Parce que lorsque, par exemple, on était à la conférence ensemble, tu vois, moi j'aimerais qu'une conférence comme ça, on a 2-3 immigrants qui sont sur le stage. C'est ça qu'on recherche. C'est pour ça qu'on travaille chaque jour. Donc, pour moi, honnêtement, il faut vraiment continuer avec ce genre d'initiative. C'est très, très intéressant. Ça permet de montrer aux autres personnes, aux autres immigrants qui vont voir ce podcast, de se dire, il y a des immigrants qui essayent de tracer une route. Oui, elle n'est pas parfaite, mais ensemble, on peut vraiment avoir la vision pour avoir quelque chose d'intéressant sur le long terme. Magnifique. Mais c'est je très pense plaisir. que tu as quasiment tout dit. Hein. Tu as tout dit. Parce qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le slogan « Immigrant visionnaire ». Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des gens qui font de l'argent, mais qui n'ont pas de vision. Hein. Ouais. C'est important ce que je dis. Hein. Moi, c'est ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé lorsqu'on s'est rencontrés la première fois. Je me suis dit, waouh, ce gars, il sait, il s'en va.
Il y a des gens qui sont arrivés ici très tôt. Vous savez, les immigrants qui sont arrivés ici, là, par exemple, 40 ans, 50 ans, ils ont eu des opportunités que nous, on arrive, ça fait moins de 10 ans. C'est pas la même chose. Mais qui n'ont pas de vision. Pour moi, la vision, c'est la chose la plus importante. Parce que quand tu n'as pas de vision, à la petite difficulté, parce qu'il faut qu'on se le dise, les amis, en tant sur la voie d'un entrepreneur, c'est plus de difficultés que de réussite. C'est très important de C'est mentionner plus de ça. difficultés que de réussites. Ouais. On voit aujourd'hui, peut-être, tu voyages, tu te permets de faire ceci, tu as acheté ceci, cela à gauche, à droite. Mais il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des moments de remise en question. Ouais. Des moments où je te dis même, pourquoi même je fais même ça? Pourquoi je ne peux pas retrouver un nouveau job d'ingénieur? Je sors tous les week-ends avec mes amis comme d'habitude. Parce que il y a un quotidien, on travaille dur, on fait de nombreuses heures, souvent l'ordinateur. Parfois, ça impacte même notre propre santé, mais on ne tient pas toujours compte de ça. Et pourquoi? Parce qu'on a la vision. Parce qu'on sait où on va. On en rêve, on croit en ça. Donc, pour moi, ce slogan, ça définit vraiment tout ce qu'on fait. Et ça montre que peu importe les difficultés qu'on aura, on ne va jamais laisser. On ne va jamais flamber. On va toujours continuer d'y croire et aller vers de l'avant. Magnifique. Si étant donné, Steve, Brice, merci énormément pour être venu. Fait plaisir. Super belle discussion. Je pense que vous avez littéralement motivé certaines personnes à se lancer dedans. Parce que, en se basant de votre cadre à vous. C'est pas comme si vous êtes sorti dans un cadre où ce que vous avez eu une petite job ou quoi que ce soit. Vous étiez quand même ingénieur. Tu sais. Vous avez pris quand même ce risque-là pour aller chercher un autre outcome, un autre résultat pour vous. C'est vraiment inspirant. Mais encore une fois, merci encore d'être venu. Merci à vous, les gars. Puis ceci étant dit, merci d'avoir vu cet épisode et j'espère qu'on va se voir pour une prochaine émission. Ceci étant dit, on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.